correspondent avec Serge Alaoutou et ses invités. Serge. Un an après le déguerpissement des populations du côté d'Ikolo dans le premier arrondissement de Douala, par l'ombre de l'hôtel 5 étoiles qui était prévu de ce côté-là, mais plutôt un véritable champ de ruines où l'on pourrait donner à une partie de chasse. Au quartier Bali, dans le premier arrondissement de Douala, vous l'avez dit, Serge Alaoutou, de hautes herbes envahissent ce site de Dikolo Bali, jadis occupé par les populations ou par de nombreuses familles déguerpies en mai 2022 au profit d'un projet hôtelier controversé qui n'a jamais vu le jour, Serge Alaoutou. Et depuis la mise sur pied d'une commission d'enquête par le chef de l'État, Paul Biya, les résultats sont toujours attendus. Les victimes, elles, n'entendent pas abandonner ce combat pour la rétrocession de leur terre ancestrale. Serge Alain. Voilà, c'est donc l'essentiel qui nous sort deuxième partie. Bonne soirée à vous, Julienne. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain. 20h. Dans un instant, la suite Equinoxoir, toujours en compagnie du docteur Luison Essomba, maître Roland Diou, Abdoundam et Jean-Claude Diout, fils. Dites-moi, Jean-Claude, vous êtes repassé de ce côté-là? Oui, je passe là. Chaque fois que vous passez par là, qu'est-ce que vous dites? Je vois que la nature est en train de reprendre ses droits, tout simplement. Et puis, c'était ça l'objectif? Que la nature reprenne ses droits à cet endroit-là? Non, c'est à deux niveaux là. Oui. C'est-à-dire la nature n'a qu'à faire et ne sait pas exactement si une commission ad hoc ou bien un comité ad hoc. La nature ne connaît pas les comités là. Non, c'est-à-dire c'est l'être humain qui repousse parfois la nature, cherche à retarder les effets de la nature, mais entre-temps la nature retrouve toujours ses droits. La preuve en est que nous devrions plutôt chercher à vivre harmonieusement avec la nature. Ça, c'est le point. Même par rapport à la question sur le déguerpissement des sinistrés de Dikolo, bel et bien, le comité ad hoc a rendu son rapport. Le gouverneur de la région du littoral l'a si bien répondu à l'honorable Marlis Douala-Bel en disant que c'était une question qui était d'abord au niveau de sa hiérarchie. Et donc, ce qui voudrait dire que le rapport a été remis à qui de droit et on attend bel et bien. Et qu'il faudrait que les uns et les autres se rassurent que le gouvernement est bel et bien en train de se pencher sur cette question-là. Maintenant, il est question ici de trouver des solutions qui vont satisfaire toutes les parties. Vous avez tout au moins déjà observé quand même que le projet d'investissement qui était querellé est bel et bien aux arrêts. Il n'y a pas de pelleteuse là-bas. Oui. Il n'y a pas de pelleteuse là-bas. Il n'y a pas d'attribution à quiconque. Mais il y a tout simplement gel. Donc, à partir de ce moment, la solution qui viendra. N'imaginons pas tout simplement qu'on va forcément rentrer à l'ancien état des faits. C'est-à-dire qu'on dise, vous étiez à ce mètre carré, reprenez. Vous voulez dire qu'on ne va pas revenir à une espèce de reconstruction? Je ne pense pas. C'est pas forcément ça, mais toutes les cartes sont sur la table. Mais il est bien possible. Y compris celle-là? Y compris celle de pouvoir indemniser au juste prix, à la juste mesure, et de telle façon que... Quand vous dites au juste prix, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Oui, on doit comprendre quand même que la fameuse... Il y a quand même eu indemnisation? Il y a eu pas au juste prix. Oui, pas au juste prix, ça c'était tout à fait logique au vu même de la situation du mètre carré qui est pratiqué là, et de la dimension du terrain, de montants. Les montants ont été corrélés, ça c'est clair. Et on est tout simplement en train de dire que le juste prix doit être donné. Il est clair que on peut très bien se relocaliser si on est payé. Je vois par exemple certains concitoyens qui, parfois même étant autochtones, sans avoir besoin d'être déguerpis, vendent leur terrain ou bien leur maison en position au centre-ville pour aller dans les périphéries et gagner un peu plus et améliorer leurs conditions de vie. Ça existe, les Camerounais sont en train de le faire. Ils n'ont pas eu besoin d'être déguerpis. Donc, ce que voudrait dire qu'ici, l'injustice était sur le plan où il y a eu déguerpissement. De ce déguerpissement, il n'y a pas eu une compensation optimale financière du juste prix. Les différentes commissions
qui ont été mises sur pied dans le cadre donc, du comité ad hoc ont rendu leur copie. Il y a eu beaucoup d'écoute de la part des avis des uns et des autres. La première thématique parlait toujours des avis. Les uns et les autres ont été écoutés. Les recommandations ont été soumises à qui de droit. N'oublions pas que la DUP... Et là, on va tenir compte des avis, là? Oui, bien sûr. Bien sûr. On va tenir compte. Parce qu'en réalité, c'est un problème d'ordre social, d'ordre sociétal, et qui nécessite une résolution du juste milieu. Et je pense que parce qu'on voudrait que les équilibres y soient maintenus, parce qu'on voudrait que les uns et les autres puissent se retrouver dans le cadre de cette solution, qu'il était utile de prendre un peu de temps, un peu de recul. Non seulement trouver les fonds pour pouvoir indemniser, il fallait les budgétiser, il fallait les retrouver, il fallait trouver où ça doit venir, le préjudice moral causé et ainsi de suite. Et puis maintenant, imaginez qu'est-ce qu'on voudrait faire de ce site. Qu'est-ce qu'on va en faire? Quel est le plan d'urbanisme de la ville? C'est maintenant qu'on pense. C'est après avoir mis les populations hors de ce site-là qu'on pense, qu'on commence à réfléchir ce qu'on va faire à cet endroit? Non, c'est pas parce que il y a eu des guépissements qu'on n'a pas pensé avant. Ou bien, c'est pas parce qu'il y a eu soulèvement ou bien tollé qu'on n'a pas pensé avant. Je vous prends un exemple. Voilà par exemple le gouvernement israélien qui est en train de parler de la réforme de sa justice. Mais il y a eu des populations qui ont eu à marcher, à contester sur le plan de la rue. Le gouvernement a gelé, tout simplement. Mais ça ne voudrait pas dire qu'il n'a pas une vision de ce qu'il voudrait faire. Ou bien il ne sait pas ce qu'il est en train de vouloir faire. Donc, c'est exactement ça. On a une vision, c'est-à-dire qu'il faudrait que le pays puisse se développer. Et le pays va se développer avec les investissements publics, avec les investissements également du partenariat public-privé. Donc, ça, on le sait. Mais de quelle manière et par où et comment, c'est là où on doit trouver tout simplement les différents équilibres. Merci. Maître Roland Dikolo, un an après, lorsque vous passez par là, je suppose, hein, vous avez sûrement, comment vous dites, que vous posez un tas de questions ou bien ça vous dit absolument rien? Je suis citoyen de la ville de Douala et il est impossible de rester indifférent face à une situation comme celle-là, qui, en plus d'être sur le plan juridique quelque peu questionnable, a mis des familles entières dans des situations très délicates. Il suffit d'écouter les témoignages, par exemple ceux que vous avez présentés dans le journal tout à l'heure, pour s'en convaincre et pour apprécier de la profondeur des douleurs et des blessures que cette affaire a pu causer. Et quand le temps passe, comme c'est le cas actuellement, on se pose la question de savoir si véritablement il y a une volonté certaine de résoudre le problème. Je ne suis pas forcément du même enthousiasme que M. Yout, parce que j'ai le sentiment que il faut se contenter de l'opinion, de l'avis de Madame Doualabel qui est intervenue dans votre journal. Mais membre de la commission. Oui, membre de la commission. Mais voilà, c'est le seul élément qui nous permet de penser qu'il y a une certaine évolution dans le dossier. À part ça, on n'est pas convaincu que d'ailleurs ce qu'elle dit soit forcément exact. D'ailleurs, quand je suis sa prise de parole, elle se garde d'indiquer qui est ce qui de droit. Est-ce que c'est Monsieur le Premier ministre? Est-ce que c'est Monsieur le Président de la République? Elle dit simplement qui de droit. Cela laisse toujours des goûts d'inachevés, ce qui fait qu'on n'a pas le sentiment que véritablement une solution risque d'être trouvée. Et quand on met cela en perspective avec l'habitude de la résolution des différends sociaux au Cameroun, on peut penser que ce qui est à l'œuvre là, c'est la fameuse technique du pourrissement. C'est-à-dire qu'on fait passer le temps en espérant que les gens oublient, que les gens passent à autre chose, et on reviendra quelques décennies plus tard. Personne ne se souviendra même plus qu'il y avait eu cette fameuse affaire Dikolo. Bien ceux qui s'en souviendront seront
peut-être suffisamment faible pour pouvoir revendiquer quoi que ce soit. Donc, ce que j'espère, ce que je souhaite, c'est qu'effectivement, que M. Youtte ait raison. Ça, c'est ce que je souhaite. Je souhaite qu'il y ait une solution durable et définitive à ce différend dans l'intérêt bien compris de la collectivité, de la communauté de la ville de Douala, de ce quartier-là, des personnes qui ont été déguerpies, victimes, et que les choses puissent être remises dans un certain équilibre pour essayer de panser les plaies, d'essuyer les larmes de ceux qui ont été victimes d'injustice dans le cadre de cette affaire. Voilà, docteur Lison Issomba, les populations, on a vu ces images. Au mois de mai 2022, un an, jour pour jour, on a vu la gendarmerie déployer les gros moyens parce qu'il y avait une véritable tension de ce côté-là. Un mois après, on nous a annoncé un projet gigantesque immobilier, 5 étoiles, un hôtel 5 étoiles. Au mois de juin, le projet est abandonné. Un an après, c'est l'herbe. Comme je l'ai dit, la nature a repris ses droits. Comment comprendre ce qui se passe du côté d'Ikolo? Ça, d'ailleurs, pour vous rappeler que Equinos avait réservé toute une émission d'Ikolo Gate. Justement. Où, lors de cette émission, j'étais convié comme expert. J'avais évoqué les raisons fondamentales qui ont justement amené, qui ont permis de comprendre ce qui s'est passé dans cette affaire d'Ikolo. Et j'avais résumé cela en un mot, qu'il y a eu ligne d'observation, justement, des règles liant les procédures pour cause d'utilité publique. Parce que je vais vous dire, notre préambule, la Constitution est claire. Le titre foncier, lorsqu'on a la certification foncière, cela repose sur les principes d'intangibilité, d'inattaquabilité et du caractère définitif du titre foncier. Quand vous l'avez. Maintenant, notre préambule, la Constitution est claire. On dit le seul moment où vous devez perdre votre certification, votre propriété foncière, c'est lorsqu'on utilise une procédure pour cause d'utilité publique. Or, dans l'affaire d'Ikolo, et ça je l'avais dit, nous avons, au lieu d'une procédure d'utilité publique, on a plutôt mué à une procédure d'utilité privée. Et c'est en cela que cette affaire a chopé. Ouais. Et j'en profite également parce que lors de cette émission, j'avais dit merci au gouverneur, Ivara Dibois Samuel, qui a joué de son expérience et de sa maturité pour pouvoir taire les tensions. Parce que je dois vous dire, à l'allure avec laquelle cette affaire allait, je vous assure qu'on n'aurait pas retenu des populations qui s'étaient déportées de ce côté-là et qui annonçaient encore faire davantage. Et je pense que jusqu'ici, la jurisprudence camerounaise est constante. Vous savez, dans l'affaire Ongono-Régime, on avait pris son terrain 6 000 mètres carrés pour construire la route de Yaoundé. On n'allait utiliser que 400 000 mètres carrés. Et les 200 000 restants, elle a sollicité au juge de la rétrocession de cette terre. Le juge a refusé. Et nous, la doctrine, nous étions montés sur le créneau. Il y a le docteur Oupessa, tous ceux qui étaient spécialistes des questions de la domanialité publique. Nous avons écrit. Et dans l'affaire Société Renault du Cameroun, le juge est revenu et il a rétrocédé le terrain à la Société Renault. Donc c'est pour dire que les populations, j'ai aimé le discours du monsieur qui s'exprimait, qui a dit que lui, il a espoir. Et moi, je pense qu'il doit garder espoir parce qu'il y a une possibilité de rétrocession, justement, de cette terre. Et il faudra encore pour cela compter sur la hardiesse de nos juges administratifs parce qu'ils sont plus, ils osent beaucoup plus que les juges judiciaires. Donc, et vous savez, une célèbre jurisprudence, l'affaire Fapol, où justement, qu'est-ce qui s'est passé? On a détruit l'immeuble de ce monsieur pour le simple prétexte qu'il fallait étendre l'itinéraire de la voie présidentielle. Et qu'est-ce que monsieur Paul a fait? Il a saisi le juge administratif. Il a estimé que le juge administratif... Mais là, ce n'était pas pour cause du... Non, mais justement, le juge lui restaussait le terrain en estimant que là-bas, c'est une cause d'utilité privée parce que ça ne sert qu'au chef de l'État, ça ne sert pas aux populations environnantes. Et le juge, sur ce fondement, a estimé qu'il n'y a pas cause d'utilité publique, il y a plutôt cause d'utilité privée. Et il a restitué le terrain à monsieur... Mais vous dites bien le président de la République. Oui, mais cette route ne devait pas être empruntée par d'autres usagers.
Oui, elle est empruntée par le président de la République ou bien par Paul Biya. Oui, bien entendu. Oui. Alors le juge a dit que cette route ne profite qu'à Paul Biya, président de la République. Mais qu'elle ne va pas profiter aux autres usagers, aux autres automobilistes. Et pour lui, il a jugé qu'à ce niveau-là, il n'y a pas cause d'utilité publique, mais cause plutôt d'utilité privée servant le chef de l'État. C'est la jurisprudence, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Abdoundam, vous également, ce regard sur cette affaire, on a appelé l'affaire Dikolo, l'affaire Jazé, il y a un an, jour pour jour. Au regard de ce que on a comme ce que ça nous livre comme spectacle aujourd'hui, est-ce qu'il fallait passer par tout ce qu'on a vu au mois de mai 2022? Effectivement, cela pose un problème parce qu'il fallait au préalable prendre des dispositions y afférentes pour qu'on ne puisse pas tomber à ce genre de dérive. Et il y a même un problème plus profond, notamment la question anthropologique et sociologique des terres en Afrique. Parce que l'avènement de l'État avec le traité de Westphalie, il est important de le dire que les années d'indépendance avec l'avènement de l'État en Afrique posent problème. Est-ce que l'État se réapproprie les réalités anthropologiques et sociologiques africaines? C'est ça le véritable problème. On a du mal, les populations africaines en général, les Camerounaises en particulier, ont du mal à concevoir le fait que l'État exproprie leur propriété. Vous voyez dans le reportage où quelqu'un dit c'est la terre de mes ancêtres. Oui. Et il y a donc ce problème-là où l'État camerounais et l'État africain en général doivent également prendre en considération certaines réalités anthropologiques afin que la loi ne soit pas en déphasage avec ces réalités-là. À partir du moment où il n'y a pas cette adéquation, vous verrez que ce genre de problèmes vont toujours revenir. Donc il est important que l'État camerounais, à partir du moment où ils estiment que l'expropriation est pour cause d'utilité publique, bien évidemment que le chantier soit effectif pour bénéficier à tout le Camerounais. Mais au cas où l'expropriation bénéficie à un privé, vous verrez que l'intérêt général n'est pas sauvegardé. À partir du moment où l'intérêt général n'est pas sauvegardé, vous verrez que ce genre de frustration, ce genre de constat est alarmant parce qu'on a déguerpi les gens, mais la terre n'a bénéficié à rien, à quoi que ce soit. Donc ça pose un problème. Bon voilà, j'ai promis, on va quand même continuer. Oui. D'abord, je vais lire l'article 45 de notre loi fondamentale. Ouais. Les traités ou accords internationaux régulièrement approuvés ou ratifiés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l'autre partie. Docteur Rizouin. Ces gens-là autour, je vais le dire de la manière la plus franche, j'ai aimé les propos de maître Diou parce que c'est un sujet hautement scientifique. Justement. Très hautement scientifique à tel point où on va perdre la conjecture. Beaucoup ceux qui ne sont pas, un peu comme on le dirait, des juristes ou des sociologues, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire. Alors, l'article 45 que vous venez de lire est suffisamment clair. On dit l'autorité a une valeur supérieure aux lois. Vous voyez, supérieure aux lois. Donc cela veut dire qu'en fait, on se résume sur les trois types de contrôle. Parce que quand on dit aux lois, ce n'est pas supérieur à la Constitution. Parce qu'au Sénégal, c'est bien clair. Les traités ont une valeur supérieure à la Constitution. Vous voyez, chez nous, on dit les traités ont une valeur supérieure aux lois. Et c'est la raison pour laquelle nous tombons dans le triptyque du contrôle. C'est-à-dire vous avez le contrôle de la légalité des actes administratifs, vous avez le contrôle de conventionnalité des lois, et maintenant vous avez le contrôle de constitutionnalité des lois. Ça veut donc dire ces gens-là autour que, et c'est ce que je voulais faire comprendre, j'espère que Maître va le comprendre, c'est vrai que dans cette logique, on positionne, et comme je l'ai dit dans le propos préliminaire, on positionne notre constitution comme la loi fondamentale. Cela veut dire que, et vous avez peut-être lu l'article 44 ici, qui dit que si une disposition est contraire à la Constitution, il faut attendre la révision de la Constitution pour qu'elle entre. Et vous savez que l'accueil d'une norme internationale dans l'ordonnancement juridique interne observe un certain nombre de formalités. Vous avez la réception. On doit veiller de sorte que, est-ce qu'en incluant cette disposition, cet instrument juridique international ou cette convention internationale dans l'ordonnancement juridique, que cela ne porte pas atteinte aux intérêts de l'État. Donc on veille sur tout cela et on veille aussi maintenant sur le principe de réciprocité. Donc c'est pour dire quoi? Alors vous avez intitulé les avis. Oui, compte-t-il au Cameroun.
Voilà, je reviens également sur le plan sémantique. Parce que quand vous dites à quelqu'un, vous comptez, ce que vous venez de me dire, vous venez de me faire compter beaucoup, ça veut dire que vous accordez de la valeur. Parce que tout à l'heure, notre assemblée exclut d'un compte l'idée de la valeur qui est attachée. Et c'est pourquoi nous, sur le plan technique et juridique, rigoureusement, nous restons dans la logique que un avis, et ça je réponds pour que nos téléspectateurs, parce qu'on a trop élevé le niveau, je voudrais donc répondre très simplement, oui Serge, parce que c'était trop élevé, nos téléspectateurs qui ne sont pas trop aguerris de la chose juridique. Non, ils vous suivent attentivement. Hein, oui, pour ceux qui ne sont pas aguerris, oui, pour ceux qui, je sais que beaucoup sont aguerris, mais il y en a certains qui ne le sont pas. Oui. Alors je pense qu'il faut le dire simplement que la valeur juridique qui est attachée à un avis peut donc même sur le plan international, on peut donc revenir sur la nature de cette valeur juridique. Est-ce que c'est contraignant à l'endroit de l'État? Je dis non, ce n'est pas contraignant. L'État compte sur sa souveraineté au regard de sa norme fondamentale qui est la Constitution. Je voudrais finir, parce que je n'aurais plus la parole, je pense, pour indiquer que si j'avais été le professeur Alain Foguet, qu'est-ce que j'allais faire? J'écrivais au président de la République une lettre teintée justement d'humilité et de responsabilité en lui disant: Monsieur le Président, prenez vos responsabilités constitutionnelles. La Constitution vous demande d'exercer votre droit de grâce. Et nous pensons que pour une simple marche pacifique, on ne peut pas subir une telle répression. Et je crois que de présenter de cette manière ces gens-là autour, je suis certain que le professeur Alain Foguet devait toucher toutes les consciences. Mais dans le ton, et comme je continue de le dire, qui est corrosif dans cette lettre, je pense que on n'intime pas à un chef la conduite à suivre. On sollicite sa magnanimité. Et c'est pourquoi j'ai fini en disant que j'aime la formule de la main tremblante. Parce que lorsqu'on s'adresse à un chef de l'État, cela se fait avec beaucoup de respect. Surtout que dans le cas d'espèce, il y a une décision de justice qui est tombée. Ils sont condamnés à 7 ans. Bien entendu, vous savez que je ne vais plus revenir sur le débat. Il y a eu instigation, il y a eu complicité par instigation. C'est-à-dire, je ne veux plus revenir sur sa arrestation, parce qu'on a dit on l'avait arrêté, il partait, mais il a instigé à une marche, justement, qui est proscrite par une mesure administrative. Donc, pour ma part, je pense que le professeur Alain Foguet, je venais de le dire, je n'ai pas un intérêt à ce Oui, vous avez dit, est-ce que ça vaut 7 ans de prison? Oui, et sur ce plateau, je l'avais dit, que s'il fallait respecter les EGR, c'est-à-dire que les griefs qui ont été rapportés, la qualification de fait, ils avaient dit atteinte à la sécurité de l'État, déstabilisation des institutions. Donc si nous respectons la loi de 2014 sur le terrorisme, c'est une condamnation à vie, et pourquoi même pas à mort. Donc on n'a pas respecté ça, on a plutôt donné... Bon, maintenant vous savez, le juge tranche en s'appuyant sur la loi, mais sur son intime conviction aussi. Oui. Donc le juge peut estimer que monsieur le professeur Foguet est un élément fort pour la formation de nos étudiants. Peut-être c'est un responsable de famille, il faut alléger sa peine et lui donner 7 ans. Et donc, pendant les 7 ans, les étudiants, qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent sa sortie. Ils attendent au-delà. Oui, parce que dans l'application de la loi, il y a le positivisme juridique que convoquait tout à l'heure Maître Joe, oui. Mais il y a aussi le pragmatisme juridique. Parce que le ministre des Finances, par exemple, vous condamne à un assujettissement fiscal de 2 milliards, il peut vous dire payer 200 000. Là, nous sommes dans le pragmatisme juridique. Voilà, on ne prie pas les contraintes de temps, vraiment, chacun 1 minute. Hein, une minute. D'accord, je ferai moins d'1 minute. Oui, je voulais quand même revenir sur la... Vous voulez revenir? Vous allez faire moins d'1 minute? Très rapidement. Ok. Pour dire que l'exemple qu'a pris Maître Njou tout à l'heure en présent le cas du contrat entre 2 personnes dans le cadre du contrat de bail est un exemple qui ne sied pas dans le cas d'espèce, parce que le contrat entre 2 parties, c'est 2 personnes physiques qui sont régies par un droit privé. Or, dans le cas d'espèce, nous sommes dans le cadre de la personnalité morale de droit public sur la scène internationale. Donc, il y a un principe de réciprocité en termes de l'application de la règle de droit sur le plan international. Et je voulais sortir par là pour dire, M. Serge Alotou, nous sommes là dans une affaire beaucoup plus politique. Qu'est-ce qui a motivé la vie? C'est une affaire politique. Or, nous sommes là après la contestation d'une élection présidentielle. C'est la conséquence de ces actes-là. À partir du moment où ils sont là pour contester l'autorité de l'État du Cameroun et par conséquent du chef de l'État, il est important de le dire. C'est lui qui a la prérogative constitutionnelle pour libérer M. Foguet et les autres. Il y a 2 approches.
soit il purge sa peine, soit le chef de l'État s'appuie sur sa magnanimité que confère la Constitution pour prendre un acte de grâce présidentielle et qu'il soit libéré. Maître Roland Diouf. Bon, tout à l'heure... Je crois qu'on va revenir. Oui, tout à l'heure, je n'avais pas terminé mon développement, donc j'ai quelques éléments, j'ai quelques points. Le premier point, et je l'évacue rapidement, c'est il y a une question qui est passée en disant que si on écrit à M. Biya, c'est qu'on pourrait considérer que désormais, on le reconnaît comme président. Je pense que celui qui... En une minute, vous ne pouvez pas évacuer ça. Je voulais simplement... Nous allons continuer. D'accord. Je voulais donc simplement dire à ce sujet que quand il y a un président de fait au Cameroun, nous n'avons jamais fait mystère de cela. Je pourrais rapidement évacuer aussi un autre point, c'est que Monsieur Ndam tout à l'heure, vous avez pris la parole pour dire exactement ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai pris un exemple dans un contexte précis et pour montrer la différence qu'il y a entre le droit privé et le droit international, j'ai pris des exemples qui pouvaient avoir des analogies entre elles pour montrer justement là où elles se séparent. Elles se séparent à un seul point, c'est celui de l'exécution forcée. Et je vous disais à l'occasion que si vous pensez que les avis du groupe de travail sont une singularité en matière de droit international, je convoquerai l'arrêt de la Cour internationale de justice qui, lui aussi, ne pouvait pas s'exécuter tout seul, c'est-à-dire ne pouvait pas avoir un caractère contraignant pour prendre les propos du docteur Louison Essomba. Si l'arrêt de la Cour internationale de justice avait un caractère contraignant, on n'aurait pas eu besoin des accords de Green Tree. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas eu besoin de négocier entre États l'application de l'arrêt de la Cour internationale de justice. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que je trouvais malhonnête de s'accrocher sur le mot caractère contraignant pour dénier aux avis du groupe de travail leur valeur juridique. Et je reviens pour dire que ce n'est pas parce que un texte, une norme de droit international n'est pas exécutoire de manière forcée qu'elle n'a pas de valeur juridique. Ok. Voilà. Rapidement, Jacques Diou. Oui, rapidement. Oui, beaucoup de choses ont été dites, mais en français facile. Ça n'a pas encore été dit. En français facile, il faudrait que nous comprenions une chose. L'avis qui a été émis par ce groupe de travail ne concerne pas la relation du Cameroun avec un autre État. Donc, c'est une question interne au Cameroun. Alors, dans ce cas, nous pouvons même nous poser la question de savoir si ce ne sont pas les questions de souveraineté de notre État qui sont mises sur la table, c'est peut-être une ingérence qui est en train d'être mise sur la table. Est-ce qu'on respecte également nos lois et notre constitution? Et est-ce qu'on respecte notre justice? Est-ce qu'on respecte le droit du Cameroun de pouvoir se régenter à travers ses propres lois? C'est la question dont on pose. Nous ne sommes pas ici en train de questionner les relations du Cameroun avec d'autres États pour parler du droit international. Mais par contre, le Cameroun a ratifié un certain nombre de traités, mais n'oublions pas que ces traités, ces conventions, ces accords internationaux ne peuvent pas prévaloir sur les intérêts fondamentaux du Cameroun. Donc ce qui voudrait dire que quoi? Tant que les intérêts du Cameroun ne sont pas mis en exergue et mis en valeur, tout le reste ne nous sert pas. Parce que nous sommes capables de pouvoir entrer et sortir des associations, des organisations internationales, si ça ne convient pas aux intérêts de nos pays. Juste une précision. Vous devez faire la différence entre les instruments juridiques à vocation universelle, comme la Convention, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme, et les traités bilatéraux. Parce que l'évocation de la réciprocité est malsaine. Quand on est dans un accord international bilatéral, un traité d'investissement par exemple, comme celui que le Cameroun a signé avec la Chine, on peut évoquer la théorie de la réciprocité en disant que si la Chine n'exécute pas ses obligations vis-à-vis du Cameroun dans le cadre de ce traité, la réciproque est vraie. Mais quand vous prenez la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'autre partie dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est qui? C'est quel État? Pour finir, il fallait que ce groupe de travail convie le Cameroun à participer à ce groupe de travail. Ce sont les mécanismes prévus par les principes. Le groupe de travail pouvait convier l'État du Cameroun à participer pour que la Constitution ne soit pas contestée. À partir du moment où ce n'est pas convié, il y a le principe de réciprocité est violé. Abdoundam, Jean-Claude Diouf, Dr Louison Essomba, Maître Roland Diouf, rendez-vous il est pris pour demain, partie 19. Nous allons continuer cette émission. Voilà. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro et qui nous on se retrouve demain, justement, avec les mêmes pour continuer à édifier les Camerounais sur ces notions.
Bonsoir.